Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, un autre épisode. Aujourd'hui, la deuxième partie des questions et réponses du public. L'épisode 46, j'avais débuté à répondre aux questions que j'avais reçues pour un épisode spécial, puis j'ai clairement manqué de temps, où il y a beaucoup de bonnes questions qui nécessitent réponses nuancées. Donc, partie 2 aujourd'hui. Puis, c'est ça, là. Donc, possiblement que ça serait pertinent d'écouter l'épisode 46 en premier pour vous donner un aperçu, là, quelques questions auxquelles on a répondu. La pertinence des ajustements chiropratiques, quoi faire avec une déchirure méniscale, quoi faire avec des blessures récurrentes, quoi penser des anti-inflammatoires en blessures aiguës. Et on s'était laissé sur la question « Est-ce qu'il y a une bonne posture? » Donc ça, c'est ce qu'on a abordé et d'autres questions, là, ce n'est qu'un aperçu. Et donc, dans la partie 2, on va continuer. Donc, quelques questions qu'on va répondre. Est-ce qu'on peut guérir une blessure à 100%? Est-ce que notre personnalité peut avoir un impact sur nos douleurs? Est-ce qu'il y a une bonne technique pour la musculation au gym? Quoi penser de la blessure à Carey Price? Comment la physio peut aider pour la fibromyalgie ou est-ce que ça peut aider? Et voilà, plein d'autres questions cool comme ça. Fait que j'ai gardé pour la fin de l'épisode des questions qui étaient un peu plus spécifiques à la physio. Là, j'imagine que c'est des physios qui me les ont envoyés. Donc, les questions plus physio-geek vont être à la fin pour ceux que ça n'intéresse pas. Et je mentionnerai quand je serai rendu là. C'est comme ça, si vous voulez arrêter d'écouter, libre à vous. OK, donc on passe ça. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé en ligne qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une 50aine de formations qui sont offertes. Et pour la communauté du podcast Parle-moi de santé, vous pouvez profiter du nouveau code rabais Parle-moi, P-A-R-L-E-M-O-I, pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Donc, comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc, merci encore à BIA pour la confiance et bon podcast. OK, alors, c'est parti pour le question-réponse partie 2. La première question qui était la prochaine en liste, c'est la suivante. Un spécialiste de la hanche m'a dit qu'il n'y avait rien à faire pour ma douleur de hanche. Quoi faire? Très bonne question. Je reçois cette question-là en clinique plus souvent qu'à mon tour. La première chose, il faudrait définir spécialiste de la hanche, OK? Parce que la façon qu'on présente les spécialistes des articulations dans le monde de la médecine, on parle en général d'orthopédistes ou de chirurgiens orthopédiques qui sont spécialisés dans l'opération d'une articulation ou de plusieurs articulations. Fait qu'en général, un spécialiste de la hanche, ce que ça veut dire, c'est un chirurgien orthopédique qui est spécialisé en chirurgie de la hanche. Donc, moi, la façon que je l'explique en général, faut pas voir ça, puis c'est pas péjoratif, mais ce n'est pas un spécialiste de la hanche. C'est un spécialiste de l'opération de la hanche. Donc, quand un spécialiste de la hanche, chirurgien orthopédique de la hanche, vous dit qu'il n'y a rien à faire pour sa douleur de hanche, pour votre douleur de hanche, mais ce qui veut dire, peut-être des fois, ça peut être maladroit si c'est dit exactement comme ça. Tout ce que ça veut dire, c'est, moi, mes options pour toi, c'est une chirurgie et tu n'es pas un candidat à la chirurgie. C'est-à-dire qu'on fasse une chirurgie pour toi, pour ton problème de hanche, c'est pas ça qui va t'aider, ça va pas avoir des résultats extraordinaires comme on voudrait souhaiter. Donc, je n'ai pas d'option thérapeutique pour toi en termes de ma boîte à outils. C'est ça que le spécialiste de la hanche veut dire. Parce que un spécialiste de la hanche, on pourrait dire très bien que c'est un physiothérapeute qui a une expertise dans les douleurs à la hanche, qui est habitué de prendre en charge des gens qui ont des douleurs de hanche. Fait que faut juste faire attention des fois parce que le fait qu'on réfère à un spécialiste, entre guillemets, c'est comme si c'est la plus haute instance possible de nous donner espoir s'il y a un traitement ou non pour notre douleur. Et donc, quand ce spécialiste nous dit qu'il n'y a rien à faire, ben là, c'est comme si, effectivement, il n'y a rien à faire. Alors que ce que ça veut dire au final, c'est que ce n'est pas une douleur ou une blessure qui va être réglée avec une chirurgie. Et voilà, je dirais que ça fait le tour. Fait que quand quelqu'un vous dit ça, ben si c'est un spécialiste qui est un chirurgien orthopédique,
mais là, il faut vous tourner vers des options de réadaptation, de traitement en physiothérapie, par exemple, où vous allez être évalué, on va évaluer la condition, on va cibler les déficits, puis on va faire un plan de traitement, un plan de match pour régler le problème ou améliorer la situation. Voilà. Encore une fois, comme ça revient souvent dans mon discours, pour moi, il y a toujours de l'espoir, peu importe qui on a vu, combien de personnes on a vu, peu importe ce que les gens nous ont dit, spécialistes ou non. Et s'il y a des chirurgiens orthopédiques qui sont à l'écoute, ben, c'est une bonne opportunité quand les patients sont devant vous pour mentionner à votre patient, c'est pas qu'il n'y a rien à faire pour vous, c'est que la chirurgie, c'est pas ça la meilleure alternative pour vous. Mais il y a des physiothérapeutes qui sont très bons pour faire des programmes de réadaptation pour les douleurs à la hanche. Vous pourriez aller voir un ou une physiothérapeute. Est-ce que vous en connaissez? Je peux vous en référer, etc. Voilà. Prochaine question. Comment choisir entre un chiro, masso, physio, ostéo? Grosse question. Pile ou face? Non, c'est pas vrai. Bon, j'ai souvent parlé là, des différences entre les professions, que ce soit dans certains des épisodes que j'ai faits, entre autres l'épisode avec Olivier Bernard, le pharmacien, on en a parlé un peu. Quand je suis invité à d'autres podcasts, c'est souvent la question qui est numéro 1 en liste. Fait que, en général, la façon que je réponds, puis tu sais, avec le temps, on peaufine un peu nos réponses, on nuance un peu plus ou on améliore nos éléments de réponse. Le choix de la profession en tant que telle, tu sais, clairement, moi, j'ai un bien envers la physiothérapie. Je suis physiothérapeute. Je connais la formation des physiothérapeutes. Je sais que c'est une formation qui est solide, c'est universitaire, c'est basé sur les données probantes. On est régi par un ordre professionnel. Il faut faire de la formation continue. Donc, clairement, pour moi, la physiothérapie est la profession de choix quand on a une blessure ou une douleur puis qu'on veut avoir un programme de réadaptation pour revenir à notre niveau optimal. Après ça, en chiropratie, c'est également une formation universitaire, également régie par un ordre professionnel. Donc, en termes d'encadrement légal, on pourrait dire que la chiropratie et la physiothérapie, ça se ressemble en termes d'encadrement légal. Les courants de passé sont différents. J'en ai parlé dans la partie 1 sur les ajustements chiropratiques. Donc, il y a une partie des sciences chiropratiques, des bases fondamentales de ce qui a mené à la fondation de cette profession-là ou à cette science-là, qui n'est pas basée sur les évidences, qui est un problème pour les gens qui pratiquent encore de cette façon-là. Fait qu'entre autres, la théorie de la subluxation, etc. J'en ai parlé dans la partie 1. Mais il y a des chiropraticiens maintenant qui pratiquent à peu près comme ce que moi je fais en physiothérapie, c'est-à-dire évaluation, traitement, programme d'exercice, éducation, des chiros qui sont extrêmement basés sur les données probantes. Fait qu'il faut peut-être plus un peu regarder qu'est-ce qui se fait avec la personne pour choisir, plutôt que la profession en tant que telle, même si moi j'ai un biais favorable à dire qu'il y a possiblement plus de chances qu'avec un physiothérapeute, tu aies un programme complet avec des exercices, etc. Historiquement, en chiropratie, c'était beaucoup axé sur les manipulations, quoique maintenant, je crois que, de ce que je vois, les nouvelles générations de chiro sont beaucoup plus formées avec des approches biopsychosociales, si on voudrait dire, donc une approche multi. Pour ce qui est de la masso, de l'ostéo, c'est pas des professions qui sont, c'est pas des formations universitaires, c'est pas des formations qui sont réglementées par des ordres professionnels. C'est des formations c'est des professions ou des traitements qui sont purement axés sur le traitement manuel. Donc, c'est pas de la prescription d'exercice, ils sont pas formés pour ça. Donc, c'est assurément moins complet. Ça veut pas dire que le fait que l'ostéo, la masso soit purement des approches manuelles, qu'il n'y ait personne qui va en bénéficier. Il y a clairement du monde qui bénéficie de traitements de massothérapie et d'ostéopathie. Puis ceci dit, quand on prend les approches manuelles en tant que telles, donc tout ce qui est thérapie manuelle, c'est pas parce qu'une manipulation ou une mobilisation aide quelqu'un que la manipulation fonctionne réellement de la façon qu'on pense qu'elle fonctionne. Fait qu'exemple, si on pense à une manipulation en ostéopathie, où ils pourraient dire qu'ils vont faire une manipulation au niveau d'un fascia, au niveau de l'abdomen pour aider une douleur à l'épaule, mais c'est pas parce que ça aide ta douleur à l'épaule que c'est réellement le mécanisme par lequel ça fonctionne et que c'est prouvé scientifiquement. Donc, c'est un exemple. De la même façon que le massage, c'est pas parce qu'il relâche un muscle nécessairement que ça peut aider. Simplement d'avoir le toucher manuel de quelqu'un sur nous, c'est déjà quelque chose qui est thérapeutique en soi. Donc, les éléments que je donne
qui sont des éléments clés pour le choix d'un professionnel sont les suivants. Premièrement, la première rencontre, on devrait avoir une personne qui a demandé nos attentes. Non seulement nos attentes du premier rendez-vous, mais nos attentes de traitement, à quoi on s'attend de cette personne-là. C'est un professionnel qui devrait nous avoir demandé nos objectifs. Les objectifs, c'est pas avoir moins mal. Les objectifs, c'est qu'est-ce qu'on veut être capable de reprendre, qu'est-ce qu'on veut être capable de refaire, qu'est-ce qui est plus comme avant à cause de la blessure, de la douleur, qu'on veut être capable de reprendre. Des sports, des activités, le travail, des tâches à la maison. Des fois, c'est juste quelque chose d'émotionnel. On est capable de tout faire, mais on a cette douleur-là qui nous gruge du jus, qui nous fait qu'on est plus impatient. À ce moment-là, ça peut être plus quelque chose comme retrouver la patience que j'avais. T'sais. Mais il faut des objectifs fonctionnels. Pourquoi? Parce que les objectifs fonctionnels, lorsqu'ils sont bien ciblés, permettent d'établir le why, la raison de consultation, la raison avec un grand R, donc le grand pourquoi que la personne est devant vous. Et ça permet de se donner des cibles vers lesquelles on va diriger nos interventions. Et ça permet également de stimuler ou d'essayer d'instaurer une motivation intrinsèque à s'impliquer dans le plan de traitement. Donc, si on sait pourquoi on est ici, il y a de grandes chances qu'on fasse les choses dans l'ordre pour atteindre ces objectifs-là. Donc, avoir les attentes, demander les objectifs, avoir un plan d'intervention ou un plan de traitement, ça devrait être sur une feuille, à mon avis. Moi, à la clinique où je travaille, on utilise une feuille de plan d'intervention, c'est-à-dire la première journée, la personne repart avec une feuille sur laquelle c'est marqué son diagnostic, la cause si elle a été identifiée, les objectifs de traitement, le pourcentage de récupération souhaité, le potentiel de récupération, les freins, les obstacles à l'évolution, puis on planifie le nombre de séances qu'on pense avoir besoin pour donner un horizon de combien de temps on va travailler ensemble, puis on inclut les modalités de traitement qu'on va avoir besoin. Fait qu'est-ce qu'on a besoin de thérapie manuelle? Est-ce qu'on a besoin d'exercice? Quel type d'exercice? Quel genre de conseils? Quel genre de petites modifications dans les habitudes de vie on peut faire? Fait que tout ça, ça devrait être sur un plan de match qu'on remet à la personne et idéalement, la personne repart avec des conseils, donc quoi faire, quoi pas faire, des exercices en lien avec la condition qui est devant vous et qui sont réalistes pour la personne devant vous. Fait que pas une feuille avec 10-15 exercices. Honnêtement, là, j'ai jamais donné plus que, je sais pas moi, 4-5 exercices la première journée. Puis ça, c'est même rare. Là. En général, c'est 1, 2 ou 3 exercices la première journée. Puis le plus important, c'est que la personne les comprenne et soit capable de bien les appliquer et de les faire. Puis ensuite, on peut progresser au besoin, là, la quantité d'exercices. Donc ça, c'est important à avoir la première journée. Également, une partie d'explication du problème. Donc, dans le plan de traitement, ça doit venir avec voici en gros qu'est-ce qui se passe avec ta douleur, ta blessure. Puis, il faut que ce soit vulgarisé d'une façon que la personne peut comprendre. Donc, quand la personne retourne à la maison, elle devrait être capable d'expliquer à son chum, sa blonde, sa fille, son gars, qu'est-ce qui se passe avec ma douleur. Puis, ça devrait être assez simple en termes de 5 à 7 secondes d'explication. Là. Fait que, voilà. Y a-t-il autre chose que je dirais pour choisir? Ah oui, le type d'intervention, là, aucune prise en charge, en tout cas aucune. On peut jamais dire jamais ou toujours, là, mais mettons, l'extrême majorité des blessures musculo-squelettiques, des douleurs musculo-squelettiques ne devraient pas être pris en charge avec des approches exclusivement manuelles, c'est-à-dire juste de la thérapie manuelle. Donc, juste du massage, juste des manipulations. S'il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de conseils sur comment gérer les activités, en général, c'est pas bon. Ben, dans le sens, c'est pas une prise en charge optimale. Il faut vraiment amener plusieurs modalités de traitement pour que ce soit utile. Également, moi, à mon avis, puis ça c'est un avis personnel qui est également basé sur une bonne partie d'évidence scientifique, tout ce qui est électrothérapie, fait que ultrasons, le TENS, le courant interférentiel, etc., toutes les machines, c'est pas mal tout de la poubelle, à mon avis. En tout cas, si ça occupe une grande partie du traitement, clairement, c'est un problème. Si ça occupe une petite partie du traitement puis qu'on vous a expliqué pourquoi on le fait, à la limite, je pourrais comprendre, puis ça dépend vraiment dans le contexte, là, mais tu sais, si vous êtes dans une clinique, quelque part, où on vous branche sur une machine puis qu'on s'en va pendant que vous êtes branché sur une machine, puis que ça, c'est vos heures de traitement, c'est-à-dire vous avez payé pour ce temps-là avec lequel vous êtes supposé être avec un thérapeute,
vous n'êtes pas dans une clinique qui vous donne des soins adéquats, là. Les soins devraient être tout le temps un à un. Fait que ça, c'est un autre élément. Si vous êtes traité en même temps que d'autres personnes, vous n'avez pas 100% l'attention de votre thérapeute ou votre thérapeute se promène entre différents patients pendant vos séances. C'est pas des pratiques qui sont idéales, là. Fait que ça, c'est ce que je dirais. C'est tous les éléments à considérer pour choisir un professionnel ou pour voir, une fois que je suis avec un professionnel, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je reçois des soins qui semblent être adéquats? Et l'autre élément qui est comme un peu, qui englobe tout ça, c'est la relation thérapeutique. Est-ce que la personne avec qui vous êtes, vous avez confiance en cette personne-là? Est-ce que vous avez un bon lien? Est-ce que vous êtes capable de lui poser des questions? Est-ce qu'elle répond à vos inquiétudes? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez que cette personne-là a de l'empathie? C'est toutes des choses à savoir. Grosso modo, moi, je pense que la meilleure façon de savoir si vous avez une bonne relation avec votre thérapeute, c'est est-ce que vous lui référeriez votre soeur, votre frère, votre ami, vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Si la réponse c'est oui, bien, probablement que vous avez confiance en cette personne-là, puis que c'est une personne de choix probablement pour vous aider. Et peut-être le dernier élément que je dirais, c'est en dedans de quoi? Peut-être 4 à 8 semaines là, d'une prise en charge, d'un début de prise en charge avec un thérapeute, pour la majorité des cas, il devrait avoir eu une évolution. C'est pas nécessairement, on va pas être à 100% réglé après 1 ou 2 mois, mais 1 ou 2 mois, en général, quand on a un bon plan de traitement en lien avec le bon diagnostic pour les douleurs musculo-squelettiques, on a une amélioration qui est significative. C'est-à-dire, la personne est capable de dire, OK, oui, je vois que les choses qui étaient difficiles avant sont moins difficiles maintenant. Donc, si on ne voit pas d'amélioration en dedans d'1 mois ou 2, ben, il faut vraiment en parler avec le thérapeute pour comprendre pourquoi. Y a-t-il une raison? Parce qu'il y a des pathologies, des blessures qui d'emblée ont un pronostic moins bon, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plus longtemps. Fait que quelques exemples, on sait que certaines commotions cérébrales qui vont avoir des symptômes persistants peuvent persister un peu plus longtemps. Certaines entorses cervicales, fait que le whiplash, des fois, ça peut amener des problématiques qui peuvent perdurer dans le temps un peu plus longtemps. Il y a des conditions musculo-squelettiques un peu plus complexe, là, on va en parler plus tard, mais comme la fibromyalgie, des choses comme ça, qui peuvent nous amener à avoir des douleurs plus prolongées ou ça peut être plus long. Il y a les douleurs neuropathiques, fait que les douleurs où on a une blessure à un nerf, une réelle blessure à un nerf, là, pas juste une douleur qui vient du nerf. Ça, c'est des douleurs qui, en général, restent un peu plus longtemps. Donc, grosso modo, 80. Moi, je dirais, là, quand je regarde moi, les statistiques avec mes patients, c'est 80% des gens qui, en dedans de 4-5 séances, fait que ça, c'est sur peut-être 1 à 2 mois, dépendamment, vont être à 80% mieux. Fait que ça donne une idée qu'on devrait avoir de l'amélioration relativement, pas rapidement, immédiatement, mais il devrait avoir de l'amélioration à court terme. Fait que voilà. Longue réponse pour vous donner l'ensemble des éléments, je crois, qui peuvent vous aider à choisir entre les différents professionnels de la santé. L'autre élément il y a toujours des nouveaux éléments. La chose que je pourrais dire aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de choisir d'une profession à l'autre. Vous avez le droit de rester dans la même profession, mais juste changer de personne. Fait que vous avez, si votre médecin vous a référé en physiothérapie parce qu'il a confiance que c'est la physiothérapie qui va vous aider, puis vous allez en physio, puis vous n'avez pas les résultats escomptés, ou ça ne débloque pas jusqu'au bout, mais demandez à quelqu'un de votre entourage s'il connaît un autre ou une autre physio. Simplement consulter une autre personne qui peut avoir une expertise complémentaire ou aller amener les derniers pourcentages qu'on veut atteindre. Fait que c'est ça. OK. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on peut guérir d'une blessure à 100%? C'est vraiment une bonne question. C'est une question qui est difficile à répondre parce que ça dépend de ce qu'on entend par blessure. Les éléments de réponse qui seraient à considérer pour ça, premièrement, ce serait des éléments qui augmentent les chances de ne pas récupérer à 100%. Okay? On va commencer avec ça. Donc, il y a des choses qui peuvent faire en sorte qui arrivent ou des types de blessures qui vont faire diminuer les chances qu'on récupère à 100%. Puis quand on parle de récupération à 100%,
Ça dépend aussi de comment on définit récupération à 100%. Est-ce que ça veut dire plus de douleur? Est-ce que ça veut dire j'ai encore de la douleur, mais je suis capable de faire tout ce que je veux? Est-ce que ça veut dire on a récupéré tous les déficits qui ont été amenés par la blessure? Fait qu'exemple, les déficits de force, de mobilité, souplesse, de contrôle, de stabilité, de proprioception. Est-ce qu'on parle de retour au sport au même niveau? Fait que ça dépend. Les définitions sont tellement importantes. Puis quand on regarde la littérature sur la récupération des blessures, le retour au sport, les définitions sont inconstantes, puis ça, c'est un problème pour essayer de se faire une tête sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, tout ça pour dire que si on a eu une blessure traumatique, c'est-à-dire une blessure avec un accident clair, il y a eu une lésion, une blessure physique dans un de nos tissus, ça pourrait être un ligament, un ménisque, un muscle, une fracture, un tendon, cartilage, whatever, et que ça l'a amené à ce que l'architecture du corps soit modifiée. Fait que ce que ça voudrait dire, c'est par exemple, en raison d'une fracture au poignet, l'alignement du poignet est plus pareil. La distribution des charges dans le poignet est plus pareil. La forme des os. Il y a des ligaments qui n'ont pas récupéré à 100%, donc ils sont encore un peu moins solides qu'avant. Donc, ça, ce serait des exemples où l'architecture du corps, on pourrait considérer qu'elle a changé. Et à ce moment-là, ça pourrait être peut-être un facteur qui dirait qu'on ne récupérait pas à 100% de la blessure. Par contre, quand on dit récupérer à 100%, c'est parce qu'on va rester avec peut-être un petit déficit de mobilité, de souplesse. Il y en a beaucoup qui ont eu des fractures de poignet, qui le savent. Ils n'ont pas retrouvé la souplesse du poignet comme avant. Fait que quand ils se mettent en position push-up, par exemple, ou en planche, ben, ils sentent qu'il y a une restriction dans la mobilité. Ça pourrait être un élément par rapport à l'architecture du corps qui serait comme modifiée. Comme l'anatomie a été modifiée. Fait que c'est comme si ce pourquoi le corps a été habitué, en termes de habituer ses tissus aux différents stresseurs mécaniques dans la vie avant cette blessure-là, bien là, maintenant, le corps a comme une nouvelle adaptation des tissus à gérer, puis là, il doit comme se réhabituer à ça. Fait que ça pourrait être un élément. Autre élément, les gens qui ont eu des commotions cérébrales, fait que les commotions cérébrales, ça laisse des traces au cerveau, même si c'est des traces qui sont minimes, qui n'ont pas nécessairement d'impact fonctionnel. Si on cumule des commotions cérébrales ou qu'on a des antécédents de commotions cérébrales qui ont été moins bien gérés, moins bien traités jusqu'au bout, ça pourrait amener à ce qu'une nouvelle blessure musculo-squelettique, fait qu'une entorse de cheville par exemple, ne guérisse pas à 100%. Pourquoi? Parce que la commotion cérébrale peut perturber différents systèmes dans notre corps, fait qu'en lien avec le système nerveux central, donc par exemple la perception de l'environnement, l'équilibre, la proprioception, ça peut affecter des choses comme ça qui font que quand on va avoir une nouvelle blessure dans le futur, qui est peut-être une blessure complètement autre, comme une déchirure d'un tendon ou une entorse de cheville, bien là, les déficits qu'on a acquis avec la commotion cérébrale ou les commotions cérébrales pourraient nous rendre plus vulnérables à moins bien récupérer d'une blessure à 100%. Donc ça, c'est un élément. Les autres éléments, si je pense aux blessures en tant que telles, là, les autres choses qui pourraient amener à modifier l'architecture aussi, c'est si on a eu à être immobilisé dans un plâtre, etc., puis on a perdu de la masse musculaire ou on a eu des grosses raideurs articulaires suite à l'immobilisation puis qu'on n'a pas récupéré ça. Ça, c'est un élément qui serait à considérer. Sinon, quand on parle de douleur sans blessure, on parle de douleur d'apparition progressive, il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas eu d'élément déclencheur, mais comme on a mal, on a une douleur qui persiste, que ce soit, peu importe, là. En général, on peut récupérer de ces douleurs-là à 100%. Faut juste faire les choses nécessaires pour y arriver. Puis, tantôt je parlais du plan de traitement que je donne à mes patients, puis je leur demande le pourcentage de récupération souhaité, je leur dis le potentiel de récupération. C'est rare que le potentiel de récupération, je ne le mets pas dans un intervalle qui inclut le 100%, parce que c'est le potentiel, c'est-à-dire
si les gens sont prêts à faire exactement ce qu'il faut jusqu'au bout pendant le temps requis, ben il y en a beaucoup qui sont capables d'avoir leur 100%. C'est juste que la majorité des gens, puis on va se reconnaître tous là-dedans, puis moi-même, je suis coupable de ça, quand on va vraiment mieux d'une douleur ou d'une blessure, on arrête de faire les choses qui nous ont amenés à aller mieux. Juste parce que ben c'est plus une priorité dans notre vie, puis on a d'autres chats à fouetter. Fait que quand ta vie est un enfer à cause d'une douleur au début, clairement que tu vas faire tout exactement à la lettre pour aller mieux. Parce que ton sommeil est perturbé, tu n'es pas capable de travailler, tu peux pas faire tes sports. Mais quand tu es capable de bien dormir, tu fonctionnes, tu as juste des petites douleurs, des trucs qui restent, mais que ça t'empêche de rien faire, bien, la motivation forte à pousser le plan de match jusqu'au bout, des fois, elle peut disparaître. Fait que ça peut expliquer pourquoi quelqu'un ne va pas à 100%, mais qu'il soit quand même satisfait avec sa condition. Fait que, est-ce que c'est nécessaire d'aller à 100%? Ben, pas tout le temps, c'est pas les objectifs de tout le monde, puis c'est bien correct comme ça. L'objectif, c'est d'être satisfait avec sa condition, de sentir que notre douleur n'affecte pas notre bonheur, n'affecte pas notre qualité de vie, on est capable de faire tout ce qu'on veut, puis qu'on a une vie plaisante malgré tout. Fait que c'est ça. C'est ça que je dis souvent. Les gens qui me demandent est-ce que je peux guérir à 100%, je leur dis oui, mais es-tu prêt à faire les choses qu'il faut jusqu'au bout pour être à 100%? Je crois que ça fait le tour pour cette question-là. S'il y a d'autres éléments qui me viennent en tête plus tard, j'y reviendrai. Alors, la prochaine question est est-ce que notre personnalité peut avoir un impact sur nos douleurs? Ça, c'est vraiment une excellente question, très, très fascinante, là. Fait que la réponse, c'est oui. Puis ensuite, discutons de ces éléments-là. Donc, ceux qui connaissent un peu les modèles pour les traits de personnalité, fait qu'il y a un modèle qui est assez bien établi, qui est le modèle du Big Five, où on a les 5 grands traits de personnalité qui forment un petit peu notre personnalité. Je connaissais pas ces éléments-là avant de me former là-dedans. Parce qu'on n'a comme pas le choix de faire un peu de formation en psychologie si on veut comprendre bien l'expérience de nos patients, puis si on veut essayer de comprendre mieux les êtres humains qui sont devant nous. Donc, grosso modo, les traits de personnalité, le but, c'est pas, on ne va pas parler de ces traits de personnalité-là, mais juste comment certains éléments peuvent avoir un impact sur nos douleurs. Donc, premièrement, la façon qu'on est fait, donc certains de nos traits de personnalité ou notre tempérament peut faire en sorte qu'on a tendance à se pousser un peu plus ou se pousser un peu moins. Fait que, exemple, les gens qui ont une tendance obsessive-compulsive, des traits perfectionnistes, ben, pourraient possiblement se rendre beaucoup plus loin dans leur tolérance à la douleur et se blesser, continuer à courir, par exemple, sur une blessure ou continuer à s'entraîner ou continuer à faire nos activités par-dessus une blessure et ne pas porter attention. Fait que ça, c'est une des choses qui pourrait arriver. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire? Bien, ça pourrait faire que la blessure va progresser un peu plus. Elle pourrait être un peu plus sévère jusqu'au moment où on décide de consulter. Puis là, ça pourrait prendre plus de temps avant que ça récupère. Fait que ça, c'est une des choses. L'autre élément, clairement, en lien avec ce même type de personnalité-là, ou ces caractéristiques-là qui peuvent faire partie de notre personnalité, c'est que ça peut affecter notre capacité à suivre ou non un plan de match de réadaptation. Fait que, exemple, si on a en général de la difficulté à se faire dire quoi faire. Fait qu'on a de la misère avec l'autorité, on a de la misère avec quand on n'a pas la parfaite liberté, quand on se sent facilement contrôlé. Ben ça peut être un frein à la relation thérapeutique avec le physio, par exemple. Et ça peut être aussi un frein à adopter les bonnes stratégies pour régler la blessure ou la douleur. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ne pas faire les exercices prescrits, ne pas appliquer les conseils, par exemple, d'ergonomie qu'on a dit, par exemple, changer la position de sommeil temporairement, changer la façon qu'on s'assoit à l'ordi temporairement. Ça pourrait être même en lien avec l'encadrement du retour au sport. Fait qu'un coureur qui a une blessure au genou, on fait un programme de retour à la course par intervalle. Donc, on va dire, OK, commence avec, je sais pas moi, 15-20 fois, tu vas faire 1 minute de course, 1 minute de marche. Ben, une personne pourrait ne pas suivre ça et aller dans l'excès. Donc, ça va être des éléments en lien avec notre personnalité qui pourraient jouer sur nos douleurs. Ça, c'est peut-être plus des éléments de la personnalité qui vont jouer sur
les obstacles à faire les bonnes choses pour aller mieux, versus il y a des éléments de notre personnalité qui peuvent directement jouer sur l'expérience de la douleur en tant que telle. Fait que, par exemple, les gens, puis ça j'en ai déjà parlé, mais les gens qui ont une prédisposition à avoir plus d'anxiété que les autres. Donc, soit les gens ont un trait soit ils ont un trait de personnalité anxieux ou ils peuvent avoir un trouble d'anxiété généralisé, qui est vraiment un diagnostic en soi. Bien, quand on a une plus grande prédisposition à vivre de l'anxiété, bien, on voit plus facilement les menaces dans le futur. Donc, l'ensemble des sensations de notre corps peuvent être augmentées. On peut être plus à l'affût, plus vigilant de nos sensations. Et donc, une petite douleur, ou pas nécessairement une petite douleur, mais une douleur qui ne serait pas offensive en tant que telle, qui ne serait pas risque de blessure ou de vraies lésions du tissu, bien, on pourrait l'interpréter comme une vraie douleur réelle et dangereuse. Et on pourrait voir ça comme notre système d'alarme pourrait partir tout seul, puis on pourrait amplifier l'expérience de la douleur à cause de ça, de par la perception qu'on a de cette sensation-là. Fait que j'en avais déjà parlé, mais les personnes qui ont une prédisposition à vivre de l'anxiété, les douleurs seront toujours un défi pour ces personnes-là. Quand ils ne connaissent pas la cause ou quand c'est inconnu, ils pourraient être plus à l'affût de leurs sensations à cause de ça. Ensuite, quoi d'autre qu'il y aurait à dire avec la personnalité? Ben, évidemment, un des traits de personnalité qui est qui est en lien avec ça, c'est le trait de personnalité qui est la tendance à vivre ou à avoir plus fortement des émotions négatives. Et là, je cherche le terme dans ma tête. Et ça ne me vient pas, fait que ça risque de me revenir en tête. Bref, en tout cas, dans les 5 traits de personnalité, il y en a un que c'est la prédisposition à vivre plus facilement des émotions négatives. Fait que, en général, des personnes qui vont être qui pourraient avoir des humeurs un peu plus dépressives ou qui pourraient avoir eu des antécédents de dépression ou facteurs de risque à de la dépression, par exemple, vivent plus d'anxiété également. Donc, si on a cette prédisposition à vivre des émotions négatives, ben, on pourrait plus difficilement vivre la douleur qu'on expérimente. Fait que ça pourrait avoir un impact, par exemple, sur ce qu'on appelle l'auto-efficacité à la douleur. L'auto-efficacité à la douleur, c'est la capacité à vivre une vie normale malgré la douleur, malgré l'adversité, la capacité à quand même faire les choses qu'on a besoin de faire, la capacité à quand même être un peu satisfait de sa vie malgré la douleur. Fait que ça pourrait être plus difficile pour les gens qui cotent plus fort dans ce trait de personnalité. Puis là, ça me dérange vraiment de ne pas être capable de trouver le nom. J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation de mes amis de chez BIA Éducation qui pourrait t'intéresser. La formation s'appelle « La gestion du stress et des saines habitudes de vie, savoir adapter nos interventions auprès de nos patients ». Donc, c'est une formation qui est en ligne, en web diffusion, qui va avoir lieu en avril. Et c'est une formation qui vise à outiller tous les professionnels de la santé pour mieux accompagner leurs patients dans la gestion du stress et dans la modification ou l'adoption de saines habitudes de vie. Et la formatrice, c'est Julie Blanchette qui a été de passage au podcast. Donc, l'épisode numéro 41, c'était avec Julie. Puis, on avait parlé justement de modification d'habitudes de vie, comment adapter des habitudes de vie. Donc, ça risque d'être une formation super intéressante et comme d'habitude pour la communauté du podcast, vous pouvez utiliser le nouveau code rabais Parle-moi, PARLEMOI, pour 15% de rabais. Et voilà, je vais mettre un lien dans la description de l'épisode là, pour avoir plus d'informations sur cette formation. OK, je l'ai trouvé. Neuroticisme. Donc, le trait de personnalité que je cherchais, c'est le neuroticisme, c'est-à-dire la prédisposition à vivre plus fortement ou plus facilement des émotions négatives, d'être un peu plus envahi par des émotions négatives en général. Voilà, je vais pouvoir passer une belle journée maintenant que j'ai trouvé le nom. Voilà, fait que ça fait un tour d'horizon de certains éléments de notre personnalité qui pourraient avoir un impact sur nos douleurs. Il y a quand même des impacts positifs, par contre, tu sais, je pense à ça, là, les gens qui, par exemple, sont plus extravertis, fait que le trait de personnalité d'extraversion, ben,
possiblement que c'est plus facile d'entrer en contact, en relation avec les gens, plus facile d'approche, donc possiblement que la relation thérapeutique pourrait être plus facilement solide et donc que ça pourrait être un catalyseur de la réadaptation en soi, versus les personnalités plus introverties qui ont un peu plus de difficulté à entrer en contact ou que c'est plus difficile de se vulnérabiliser avec les gens, par exemple. Voilà, puis un autre trait qui serait pertinent, ben, c'est les gens qui sont un peu plus... les gens qui sont consciencieux, fait que la conscienciosité, c'est-à-dire la capacité à mettre en place les étapes une après l'autre pour atteindre des objectifs, fait que la capacité à réaliser des objectifs, à atteindre des buts, la capacité à laisser tomber les distractions court terme, les récompenses à court terme pour voir le but et l'objectif long terme. Mais ça, clairement, les gens qui sont forts en conscienciosité vont être capables de s'embarquer dans un plan de match puis vont être capables de faire les choses peut-être plus facilement que ceux qui sont plus faibles dans ce trait de personnalité-là. OK. Si les traits de personnalité, ça vous intéresse, là, je vous invite fortement à écouter des podcasts qui parlent de ça ou à lire là-dessus, là, sur le modèle du Big Five, parce que quand on comprend notre personnalité et où on se situe sur chacun de ces traits-là, mais c'est beaucoup plus facile de comprendre nos comportements, nos agissements, nos réactions et de moduler un petit peu notre vie en fonction de ça, là. Donc, voilà. La prochaine question est super intéressante. Est-ce qu'il y a une bonne technique pour la musculation au gym? Il va falloir nuancer dans la réponse. Est-ce qu'il y a une bonne technique pour atteindre nos objectifs de performance en musculation, c'est-à-dire lever plus lourd, avoir une meilleure progression des charges, avoir une meilleure adaptation musculaire, une hypertrophie musculaire? Donc ça, c'est un élément de réponse. Puis l'autre élément de réponse, c'est est-ce qu'il y a une bonne technique pour ne pas se blesser en musculation au gym? Fait que la technique, OK, quand on regarde la littérature sur la technique pour lever des charges. Fait que, je sais que ça a été... La littérature pour laquelle je suis la plus au courant là-dessus, c'est vraiment en lien avec le dos, c'est-à-dire la littérature sur lever des charges. Fait que, on pourrait penser au deadlift, on pourrait penser au squat, ce genre de choses-là, parce qu'il y a tellement de douleurs lombaires, puis que les charges sont souvent un enjeu dans les douleurs lombaires. Les gens ont de la difficulté avec les charges. Donc, il y a beaucoup de littérature en biomécanique là-dessus. Donc, grosso modo, quand on regarde, est-ce qu'il y a une technique pour prévenir les blessures au dos en lien avec ramasser une charge? C'est vraiment surprenant, mais la réponse, c'est non. Fait qu'on n'est pas capable de voir qu'il y a une technique idéale qui permet de diminuer le risque d'avoir une douleur au dos. OK? Puis, je sais qu'il y a de la littérature en biomécanique qui dit que, par exemple, si on lève une charge avec un dos un peu plus arrondi, on va créer un peu plus de micro-dommages au disque, etc. Mais comme pour vrai, ça se transmet pas en risque d'avoir une douleur au dos qui nous incapacite. Incapacitante. Fait que tout ça pour dire qu'en ce moment, si on regarde la littérature et qu'on veut donner un conseil à quelqu'un de comment ramasser une charge, mettons quelqu'un qui n'aurait pas mal au dos, ouais, ça c'est une autre nuance, là, fait que est-ce que tu as déjà mal au dos ou est-ce que tu n'as pas mal au dos? Mais quelqu'un qui est sain, qui n'a pas mal au dos, peut simplement ramasser une charge de la façon qui se sent le plus confortable et fort et solide de ramasser une charge. Fait que ça pourrait être le dos rond, tu n'es pas obligé de plier les genoux, tu n'es pas obligé de sortir les fesses, tu n'es pas obligé de bloquer la respiration, tu n'es pas obligé de porter une ceinture abdominale. Donc, la technique en musculation est importante pour la performance. Ça, c'est hors de tout doute raisonnable. Ben, en tout cas, je verrais difficilement, j'ai pas vu d'argument, puis quand on regarde la littérature biomécanique pour soulever des charges, par exemple, puis comment ça s'appelle? Levée olympique, là, bref, en haltérophilie, merci. La technique est importante pour la performance. Fait que, on pourrait juste simplement penser aux principes physiques de mécanique physique, de biomécanique. Ben, les bras de levier, les axes de mouvement, la longueur des muscles dans telle position, le positionnement des articulations, donc le centre
le centre de pivot par rapport à un mouvement. Clairement, ces éléments-là sont importants. Donc, si vous voulez améliorer votre performance dans un exercice de musculation, vous voulez améliorer le recrutement d'un muscle dans un exercice de musculation pour maximiser vos gains en hypertrophie, par exemple, ou pour maximiser vos adaptations musculaires suite à la musculation. Clairement, il y a de quoi à faire avec la technique pour qu'elle soit optimisée, pour qu'elle soit bonne. Okay? Parce que si on veut créer une adaptation dans un muscle, il faut créer la tension maximale dans le muscle. Et pour créer la tension maximale dans un muscle, il y a un angle, une technique, un bras de levier, une amplitude de mouvement qui permet ça. Okay? Et des bons kinésiologues formés là-dedans, qui sont solides en biomécanique, vont clairement être capables de vous orienter sur les bonnes techniques pour optimiser un mouvement. Mais il faut faire très attention dans les mots qu'on dit, dans les mots qu'on utilise et dans le discours en lien avec la bonne technique pour prévention des blessures. Je ne crois vraiment pas, ça c'est un avis et personnel et basé sur la littérature que je connais en biomécanique et dans la prévention des blessures et de la technique. On n'est pas capable de dire qu'il y a une bonne technique pour prévenir des blessures, pas de façon générale en tout cas. Peut-être au niveau individuel, basé sur les antécédents de douleur. Fait que, exemple, quelqu'un qui a eu 3-4 épisodes de douleur au dos, au bas du dos, et que c'est toujours en lien avec la position penchée, donc la position de dos arrondi. Donc, on va appeler ça des symptômes en flexion lombaire, le dos arrondi. Et que cette personne-là, elle a juste des problématiques, elle a juste des douleurs quand elle penche. Donc, dès qu'elle est debout, elle marche, elle saute, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment penché. Ben là, cette personne-là semble avoir plus de sensibilité au dos déclenché par la flexion. Et donc, un bon conseil pour cette personne-là pourrait être de réduire la quantité de flexion du dos quand on lève une charge, peut-être de façon temporaire. Par exemple. Fait que ça pourrait être un élément à considérer. Fait que, mais là, on est plus dans des conseils individuels. Fait qu'on ne pourrait pas donner ce conseil-là à la population en général parce que ce n'est pas spécifique à l'ensemble de la population. Ça ressemble à ça pour la technique. Je crois que c'est surtout vrai que la technique est moins importante dans les blessures et les douleurs quand on n'en a pas de blessures ou de douleurs, alors que quelqu'un qui a mal en ce moment ou qui récupère d'une douleur, d'une blessure en ce moment, il y a assurément une façon de faire un exercice qui peut faire plus mal et moins mal. Fait qu'à ce moment-là, c'est là où il faut évaluer le mouvement de la personne. Je viens de voir un écureuil dans l'arbre avec une baguette de pain. Et donc, oui, c'est ça. Donc, il faut assurément voir la personne dans ses mouvements et voir pour cette personne-là qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue ses douleurs et d'adapter les conseils techniques en lien avec sa problématique individuelle. Donc, voici les nuances que je dirais qui sont importantes en lien avec la technique. Mais si on dit de façon systématique, il y a une bonne technique pour faire un exercice pour ne pas se blesser. Si quelqu'un dit comme ça, c'est faux. Okay? Ça nécessite et ça mérite beaucoup plus de nuances pour cette réponse. Alors, j'essaie de continuer à boire parce que sinon c'est difficile sur la gorge. La prochaine question est la blessure à Carey Price. La question était que penses-tu de la blessure à Carey Price et du fait que c'est long à revenir? C'est compliqué, hein, ces cas-là. Les éléments que je pourrais dire, là, puis je peux pas m'avancer sur ce que c'est parce que, évidemment, je suis pas dans l'entourage médical de Carey Price. Par contre, si les gens qui ont suivi l'épopée de sa blessure et les gens qui ont suivi le Canadien de Montréal dans les dernières années savent les éléments suivants. 1. Carey Price a eu un problème d'alcool et a été inscrit, a fait le programme de dépendance de la Ligue nationale. Donc, clairement, s'il y a un problème d'alcool, il y a des problèmes ailleurs, au niveau psychosocial. Fait que je connais pas sa situation personnelle. C'est-tu dans sa famille? C'est-tu lui personnellement? C'est-tu en lien avec le sport? Peu importe. Un problème d'alcool, ça vient pas tout seul comme ça en général. Donc,
qu'est-ce qu'on sait de l'influence des facteurs psychosociaux sur la réadaptation d'une blessure ou d'une douleur? On sait que c'est un obstacle, c'est un frein. Donc, s'il y a des enjeux psychosociaux dans sa vie personnelle, clairement, c'est un impact majeur et un frein à récupérer d'une blessure et d'une douleur. Okay? Ne serait-ce que dans la persistance de la douleur chronique, un problème d'alcool, c'est clairement un enjeu, et n'importe quel autre facteur psychosocial qui pourrait être associé à ce problème d'alcool-là, c'est également un enjeu. Fait que, tu sais, les dépendances en général, alcool, drogue, cigarette, on sait que c'est corrélé avec de la douleur chronique, dans le sens que c'est fréquent de voir ça en concomitance. Simplement, pas parce que l'alcool cause la douleur, mais c'est parce que le problème d'alcool est probablement un résultat de quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas sa vie personnelle. Fait que ça, c'est un élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est les athlètes professionnels sont vraiment surmédicalisés et suropérés. Fait qu'on fait beaucoup d'opérations chirurgicales chez les athlètes professionnels qu'on ne ferait jamais chez des monsieur, madame, tout le monde ou chez des sportifs amateurs parce qu'on essaie de prolonger leur carrière, parce qu'on essaie de régler la petite perfection, les petits éléments imparfaits, parce qu'on essaie de, je sais pas moi, toujours les ramener au jeu le plus vite possible. Et je crois, puis il y a une partie de littérature là-dessus qui voit que les athlètes professionnels, à long terme, ils n'ont pas une bonne santé musculo-squelettique en général s'ils ont été blessés à répétition, opération par-dessus opération, puis surmédicalisés. Donc, même des fois, ils vont jouer sur la douleur, ils vont se faire des injections antidouleurs pour pouvoir jouer. Donc, tout ça, c'est des pratiques extrêmement douteuses, absolument, clairement que ça permet de continuer la carrière, d'accord, mais ça a un prix à payer sur le long terme pour leur santé en général. Fait que, est-ce que Carey arrive à un moment dans sa carrière où il est face à l'ensemble de tout ça? Il y a eu des blessures au genou à répétition, là. Fait que peut-être que c'est ça. Fait que voilà, c'est ce que j'en pense. C'est un peu mon point de vue de physio là-dessus. Puis en espérant qu'ils se remettent de tout ça, que ce soit pour rejouer au hockey ou non, là, c'est juste pas le fun d'avoir une blessure qui traîne en général. Voilà. Mais, dernier élément, là-dessus, je suis plus préoccupé par le contexte dans lequel il se trouve, c'est-à-dire ce qui a mené au problème d'alcool et à tout ça, au fait qu'il se retire du jeu. Je suis bien plus préoccupé par ça pour lui que par sa blessure au genou en tant que telle. T'sais, la blessure physique au genou, ce serait surprenant que ce soit quelque chose qui est complètement... qui peut pas être amélioré. Mais quand on a ça en plus d'un contexte difficile, c'est plus ça qui fait que ça devient un défi. OK. Alors, il reste 1, 2, 3 questions. Et ensuite, ça va être les questions physio-geek. Fait que ça va être parfait. J'aurais pas besoin de faire de partie 3. Prochaine question. La physio peut-elle être utile pour les douleurs liées à la fibromyalgie? De ce que je comprends de cette maladie, c'est une atteinte du système nerveux central et les douleurs peuvent être diffuses, se déplacer et être considérablement variables d'un jour à l'autre. Et dans une des questions physio-geek, il y en avait une qui demandait comment travailler avec quelqu'un qui a de la fibromyalgie, qui a mal partout au quotidien. Fait que les deux vont être combinés. Donc, la physio peut-elle être utile pour les douleurs liées à la fibromyalgie? La réponse, c'est oui. OK? Voici les éléments qui sont très importants à comprendre à propos de la fibromyalgie. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne comprend encore pas très bien c'est quoi. Fait que ça, c'est la première chose. On n'a pas beaucoup d'explications scientifiques solides qui nous disent c'est quoi la fibromyalgie, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour aider ces personnes-là. On a des lignes directrices qui nous aident assurément. Donc, voici les éléments qu'on sait. Premièrement, on sait que la fibromyalgie, on commence avec ça. On sait que la fibromyalgie, c'est un diagnostic qui fait partie, entre autres, des 10 diagnostics qu'on inclut dans ce qu'on appelle l'inventaire de sensibilisation centrale. Qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire qui permet de dépister si une personne est atteinte de ce qu'on appelle la sensibilisation du système nerveux central. Si on fait ça très simple, grosso modo, c'est des gens qui ont un système nerveux qui est dysfonctionnel en partie, donc qui
qui n'ont pas les régulations du système nerveux qu'on a normalement. Fait que, par exemple, il y a des mécanismes dans notre système nerveux qu'on appelle top-down. Fait que c'est des mécanismes qui peuvent contrôler la douleur vers le bas. Donc, on appelle ça un contrôle inhibiteur descendant. Et c'est des mécanismes qui peuvent nous aider à régler ou à gérer la douleur, par exemple. Donc, si on a une stimulation qui est douloureuse, le système nerveux en haut, donc à partir du cerveau, pourrait faire descendre vers la moelle épinière et vers la périphérie un signal qui dit « OK, on se calme la douleur ». Fait que ça, c'est des mécanismes qui peuvent être dysfonctionnels. Et il y a toutes sortes d'affaires, là, c'est vraiment fascinant, les cerveaux ou les systèmes nerveux qui sont dysfonctionnels et qui sont classés dans ce qu'on appelle la sensibilisation du système nerveux central. Donc, et c'est ça. Donc, les gens qui ont une sensibilisation du système nerveux central vont avoir toutes sortes d'atteintes dans leurs différents systèmes du corps. Fait que c'est difficile exactement de faire une liste, mais grosso modo, ils vont avoir des problèmes dans leur système sensoriel, fait que leurs sensations peuvent être altérées. Évidemment, régulation des émotions, l'humeur, symptômes dépressifs. C'est un portrait vraiment varié. Et la fibromyalgie, c'est une des 10 conditions qui est dans les diagnostics médicaux acceptés, qui fait partie de l'inventaire de sensibilisation centrale. Fait que l'inventaire de sensibilisation centrale, c'est un questionnaire qu'on peut faire passer à un patient pour essayer de voir si cette personne-là cote pour une sensibilisation centrale. Et il y a comme des questions oui ou non. Et après ça, le verso de la feuille, c'est 10 diagnostics médicaux qui sont inclus et on demande de cocher oui ou non si on s'est déjà fait diagnostiquer ça dans le passé par un médecin, par exemple. Donc, je vous donne une idée de quelques diagnostics qui sont inclus dans cette liste. Donc, il y a évidemment la fibromyalgie, il y a le syndrome des jambes sans repos, il y a les douleurs à l'articulation temporomandibulaire, donc les douleurs à la mâchoire, il y a les migraines et les céphalées de tension, il y a le syndrome du côlon irritable, il y a le syndrome de fatigue chronique, il y a le syndrome côlon irritable, je l'ai dit. Bref, j'en ai nommé 5, 6, 7. Là. Fait que il y en a 10 au total. Et plus on en a eu de ces diagnostics-là, évidemment, plus on a de chances d'avoir ce qu'on pourrait appeler une sensibilisation du système nerveux central. Donc, tout ça pour dire que la fibromyalgie, ça ne vient pas tout seul. Il n'y a personne qui a juste de la fibromyalgie puis qu'il n'y a rien d'autre. Comme les gens qui ont eu un diagnostic de fibromyalgie ont plein de conditions de santé multiples. Donc, ils ont des problèmes gastro-intestinaux, ils ont de la sensibilité à la lumière ou au son, ils ont des allergies, ils ont des conditions peut-être dermatologiques de leur peau, ils ont des migraines, des maux de tête, ils ont possiblement des étourdissements, peut-être des troubles de concentration, ils ont de la fatigue chronique, problèmes de sommeil, antécédents de dépression, anxiété. Donc, clairement, si on dit comment on fait pour aider la fibromyalgie, ben on peut pas poser la question de cette façon-là. Il faut réfléchir à c'est quoi le portrait de la personne qui est devant nous, puis quels éléments qui sont présents chez cette personne-là qui sont des vecteurs de douleur chronique ou de douleur en général. Et dans ce que je viens de lister, ben, il y en a un paquet. Donc, c'est pour ça que ça peut être un défi d'aider les personnes qui ont de la fibromyalgie. Si on essaie de juste dire qu'est-ce qu'on fait pour régler la fibromyalgie, c'est pas la bonne question. Il faut voir vraiment identifier les vecteurs de douleur chez cette personne-là et ensuite intervenir sur ces vecteurs-là. Une des choses que j'ai tendance à essayer d'expliquer aux personnes qui vont consulter avec moi et qui venaient me consulter et qui ont un diagnostic de fibromyalgie, je sais que c'est difficile de se départir de l'attachement qu'on a à l'étiquette du diagnostic parce qu'il donne un peu un sens et une raison à nos douleurs. Mais il faut être capable d'accepter que la fibromyalgie, c'est pas ça qu'on n'a pas de la fibromyalgie dans le corps en tant que tel. T'sais, dans le sens que si tu as mal au genou et au coude et au dos et que tu as un diagnostic de fibromyalgie, mais tu n'as pas de fibromyalgie dans ton genou. Tu n'as pas de fibromyalgie dans ton dos. C'est pas quelque chose comme de l'arthrose qu'on voit à l'imagerie, par exemple. Okay? Donc, c'est pour ça que j'essaie d'amener la personne à être capable de croire ou de comprendre que la fibromyalgie ne cause pas sa douleur. Dans le sens que ce n'est pas la fibromyalgie qui attaque ton corps en te donnant de la douleur en tant que telle. La fibromyalgie est un ensemble, c'est comme un syndrome qui est un ensemble de choses qu'on comprend encore pas parfaitement et il faut
voir ça comme des douleurs musculo-squelettiques multiples, un système nerveux central et périphérique qui est dysfonctionnel et donc on peut intervenir là-dessus, des habitudes de vie qu'on peut optimiser. Et voilà, donc c'est clairement complexe, mais il y a clairement des choses à faire. Et moi, mon conseil pour ça, pour les gens qui vivent avec des douleurs et qui ont de la fibromyalgie ou les physiothérapeutes qui essaient d'aider des patients avec de la fibromyalgie, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi les zones les plus problématiques. Donc, c'est-à-dire, essayons de se concentrer sur une ou deux zones de douleur qui sont vraiment les plus problématiques et de faire vraiment une évaluation musculo-squelettique complète. Donc, on peut faire une évaluation mécanique quand même. Parce qu'en général, les gens qui ont de la fibromyalgie et des douleurs lombaires, par exemple, mais ils ont quand même un patron mécanique possible de leur douleur. Pour une partie, il y en a possiblement que non. Mais s'il y a un patron mécanique, ça veut dire qu'on peut faire une partie du traitement comme on traiterait une lombalgie normale, une douleur lombaire habituelle. Donc, il y a une partie du traitement qui peut être ça. C'est juste que vu que la personne qui a de la fibromyalgie va aussi avoir d'autres vecteurs de douleur, c'est-à-dire des vecteurs qui peuvent expliquer pourquoi une personne a plus mal, mais il faut intervenir là-dessus. Fait qu'il faut faire une évaluation de tous ces facteurs-là, une approche biopsychosociale évidemment, qui fait en sorte qu'on peut cibler peut-être les éléments qui vont avoir le plus d'impact pour améliorer la douleur de quelqu'un. Fait que, faisons un exemple concret. Quelqu'un qui aurait des douleurs multiples dans le corps, mais la principale douleur, c'est une douleur au bas du dos. C'est celle-là qui est le plus incapacitante. Et on pourrait rajouter une douleur à un genou. Bien, on va faire une évaluation du dos et du genou au niveau mécanique, comme une éval physio habituelle. Et on va faire l'évaluation de l'ensemble des sphères de la vie de cette personne-là. Et si, par exemple, les problèmes de sommeil sont très présents, bien, on sait que le sommeil est important pour récupérer des douleurs et des blessures. On va faire des interventions pour optimiser le sommeil. Très possiblement qu'on va avoir besoin d'inclure d'autres professionnels de la santé. La fibromyalgie est probablement une des conditions où l'approche multidisciplinaire est absolument pertinente. Là, donc, c'est possiblement des gens qui vont avoir besoin de physiothérapeutes pour les guider, ergothérapeute, psychologue, nutritionniste, kinésiologue, dans le sens que des fois, c'est pas possible d'impliquer tout le monde, mais idéalement, cibler les vecteurs clés de douleur et d'identifier c'est qui les professionnels qui sont les mieux placés pour intervenir dans ces vecteurs-là. Donc, si les habitudes alimentaires sont sous-optimales, on sait que dans l'inflammation chronique qui peut être associée avec la fibromyalgie ou les douleurs chroniques persistantes, bien, il y a possiblement une partie des habitudes alimentaires qui peuvent être optimisées pour ça, ou possiblement une partie des habitudes de sommeil, une partie des habitudes en lien avec l'activité physique, gestion du stress et de l'anxiété. Donc, c'est des vecteurs sur lesquels il faut agir. Je pense que c'est une erreur de traiter les personnes qui ont de la fibromyalgie comme étant des cas musculo-squelettiques unique, c'est-à-dire on voit juste une douleur au dos puis on traite juste ça, mais c'est encore aussi une erreur de ne pas considérer la composante musculo-squelettique. Je crois que sous-jacent à ça, il y a une condition musculo-squelettique, c'est juste que le portrait clinique qui est plus complexe fait qu'il y a des couches par-dessus qui s'ajoutent. Donc, il faut comme faut prendre en charge l'ensemble de ces couches-là. Et une des façons qui pourrait nous aider à comprendre ça peut-être, c'est de dire si une personne a de la fibromyalgie et qu'elle n'a pas mal à 100% des endroits de son corps, ben on pourrait conclure que la fibromyalgie ne cause pas 100% de la douleur. Parce que si la fibromyalgie était dans le système, dans le corps, dans le sang, puis que c'est ça qui cause la douleur, on aurait mal partout. Fait que s'il y a plus de mal au niveau lombaire ou au niveau du cou, ben il y a peut-être quelque chose en dessous, une condition mécanique musculo-squelettique qui est là, sous-jacente, qu'on peut traiter. Et par-dessus ça, les facteurs en lien avec la fibromyalgie font que ça accentue la douleur ou il y a des éléments qui contribuent à sa persistance. Voilà. Fait que ce serait mes éléments de réponse. Je pense que pour une personne fibromyalgique, elle doit vraiment trouver un ou une physiothérapeute avec lequel elle va avoir une excellente relation, très bonne confiance. Puis c'est possiblement des conditions qu'on fait des suivis à long terme. Fait que il n'y a pas beaucoup de conditions qu'on dit on va devoir se voir tout le temps, mais fibromyalgie, possiblement que dans des périodes de douleur aiguë ou de crise aiguë, de douleur qui ressortent plus, on va avoir besoin d'un peu plus de prise en charge rapprochée.
Puis que sur le long terme, quand ça va mieux, puis qu'on est plus dans les phases de récupération, puis qu'on va mieux, ben possiblement qu'un suivi, je sais pas moi, une fois par mois, par 2 mois, par 3 mois, pour faire un suivi sur les exercices, progression d'exercice, comment ça va, les habitudes de vie, optimiser les trucs, voir c'est quoi les défis, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour s'assurer que le plan de match qu'on essaie de mettre en place, qu'on sait qui va aider la personne à réduire les vecteurs de douleur, soit comme persiste dans le temps. Fait qu'on ait le plan de match qui continue dans le temps. Voilà. Prochain point. Question. Côté recherche, à quelle question aimerais-tu avoir plus de réponses au niveau des douleurs chroniques? Quelle faille y a-t-il actuellement dans cette littérature, tant au niveau des connaissances que des méthodologies utilisées dans les études sur le sujet? Ouais, très très bonne question. Donc, à mon avis, et c'est un avis qui a été... j'ai comme développé cette opinion-là à force de lire beaucoup de conclusions d'articles scientifiques et de discussions d'articles scientifiques qui terminent avec des choses du genre « on a encore besoin de plus d'études pour mieux comprendre X ou Y » ou des études du genre « on sait que telle intervention peut aider pour la majorité des gens qui ont de l'arthrose au genou, mais il faut des meilleures études pour cibler quel type d'intervention correspond à quel type de profil d'arthrose du genou. » Et basé là-dessus, moi, mon avis sur cette question-là maintenant, c'est que on a énormément d'articles scientifiques très bien faits qui répondent à des questions et qui arrivent à des conclusions mitigées. Exemple, les fameuses questions sur les exercices spécifiques ou non spécifiques. Est-ce que quelqu'un qui a de l'arthrose au genou, on fait juste y donner de la marche, des escaliers, du vélo, ou on essaie d'identifier les déficits précis puis on donne des exercices là-dessus? Et dans la littérature, les exercices spécifiques ont de la misère à battre les exercices généraux. Et pour moi, une partie de ce qui explique ça, c'est que on ne cible pas assez bien les populations qui vont bénéficier d'une intervention X ou Y. Donc, pour moi, la plus grande faille, ou ce vers quoi il faut orienter les études pour aider les cliniciens à mieux gérer les douleurs, puis surtout les douleurs chroniques, c'est au lieu d'essayer de chercher c'est quoi les bonnes interventions qui fonctionnent, commençons à chercher pour chacune des interventions qu'on a, quelles personnes vont le mieux répondre à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de sous-classification. Si tu as 100 personnes qui ont mal au genou, ce serait assez surprenant que ces 100 personnes-là répondent exactement à la même approche. Et donc, il faut identifier c'est quoi les profils qui différencient ces personnes-là. Donc, je ne sais pas, moi, dans les 100 personnes, il y a peut-être 5 profils types. Donc, il y en a 20 qui ont des caractéristiques beaucoup plus communes, mais qui se distinguent des 80 autres, et que si on identifie les caractéristiques liées à ces sous-groupes-là, on va être capable de matcher la meilleure intervention pour chacun de ces sous-groupes-là. Fait que c'est ce que moi, j'essaie de faire en clinique avec les gens qui sont devant moi. C'est pour ça que le diagnostic anatomique m'intéresse très peu avec les gens, parce que, comme j'ai déjà dit, pour une personne qui a de l'arthrose au genou modéré, j'en ai vu qui court des Ironman, puis j'en ai vu en chaise roulante. Fait que comment on peut s'intéresser à dire qu'on est satisfait avec le diagnostic patho-anatomique d'arthrose modérée du genou quand on a autant de différences entre les portraits cliniques? Donc, pour moi, j'essaie de voir pour cette personne-là qui est devant moi, c'est quoi les déficits, c'est quoi les caractéristiques de la personne qui pourrait expliquer pourquoi elle va répondre à une intervention plutôt qu'une autre. Puis, en lien avec ça, une autre immense faille dans la littérature qui s'intéresse à comprendre les meilleures interventions pour les pathologies, c'est l'influence des facteurs psychosociaux. On exclut presque jamais les facteurs psychosociaux du type catastrophisation, kinésiophobie, anxiété généralisée, dépression majeure. On n'élimine pas les gens qui ont ces conditions-là quand on cherche à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien pour une intervention, pour une douleur liée à l'arthrose du genou. Puis là, les gens, ils disent « Ouais, mais ces gens-là, ils font partie des gens qui ont mal au genou. » Je comprends, c'est vrai, mais si le but, c'est d'identifier quelle intervention fonctionne pour une douleur liée à l'arthrose, il faut s'intéresser aux gens qui ont juste de la douleur liée à l'arthrose, pas les gens qui ont de la douleur liée à l'arthrose et que leur douleur est amplifiée parce qu'ils ont de la kinésiophobie, des croyances erronées, de la catastrophisation, de l'anxiété par rapport à leur diagnostic. Parce que
si on donne un exercice à cette personne-là puis qu'elle s'améliore, c'est pas l'effet sur l'arthrose du genou qui va probablement expliquer pourquoi la personne va mieux. C'est simplement l'effet sur la réassurance, l'exposition graduelle, la désensibilisation à la douleur, la reprise de confiance envers le mouvement. Donc, c'est ça les problèmes que je vois qui font que c'est difficile pour des cliniciens de vraiment cibler les meilleures interventions pour chaque personne. Il faut vraiment mieux sous-classifier les catégories de patients qu'on inclut dans les études ou à tout le moins, il faut regrouper les études ensemble puis faire des sous-catégories en disant, bon, ben les personnes qui ont de l'arthrose du genou et qui ont de la kinésiophobie, voici la meilleure intervention. Les personnes qui ont de l'arthrose du genou et qui ont de la catastrophisation, voici la meilleure intervention. Parce que, tu sais, clairement, quand les gens répondent bien à des exercices généraux et qui avaient de la kinésiophobie, mais c'est pas l'exercice général qui fonctionne. C'est le fait de faire graduellement quelque chose de plus en plus proche de ce qui est difficile qui permet de désensibiliser le système nerveux. Fait que c'est le principe d'exposition graduelle qu'on sait qui est très bon pour les gens qui ont des craintes, la crainte du mouvement, par exemple, ou de la peur et de l'évitement envers un mouvement ou une blessure. Fait que tu sais, ça, c'est clairement des grosses failles que je vois dans la littérature. Puis après ça, tu sais, pour avoir des amis au doctorat, pour avoir beaucoup de collègues en recherche, beaucoup de connaissances dans le milieu de la recherche, je vois et je comprends à quel point le recrutement, c'est un enjeu. Puis, tu sais, les critères d'inclusion et d'exclusion pour faire des études, c'est vraiment un enjeu et un frein possiblement à avoir du monde qui vienne faire l'étude. Puis après ça, avoir du monde qui fait l'étude, c'est un enjeu. Le monde qui reste et qui complète l'étude jusqu'à la fin, c'est un enjeu. Fait que si on met déjà des critères qui restreignent vraiment la question de recherche, ben peut-être que c'est pas possible de faire une étude parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ça, je le comprends, là. Mais ceci dit, le but, c'est d'avoir des réponses à des questions. Fait qu'il faut essayer quand même de faire de la recherche qui permet d'avoir des réponses à des questions. Fait que pour moi, quand on compare, par exemple, puis là, on rentre un peu dans des trucs physio-geeks, mais c'est pas grave. Quand on compare des exercices de contrôle moteur, par exemple, des exercices spécifiques à des exercices généraux. OK? Fait que, puis qu'on prend tous les gens qui ont mal au dos, puis qu'on considère pas est-ce que les gens ont des problèmes de contrôle moteur? Est-ce que les gens ont des facteurs liés à la crainte de se pencher en avant? Est-ce que les gens ont de la peur et de l'évitement en lien avec d'autres mouvements? Puis qu'on ne considère pas ça pour justifier le fait de donner une ou autre des interventions, mais pour moi, ça ne répond pas à la question de recherche. Fait que si la conclusion de l'étude, c'est les deux exercices sont pareils puis il n'y a pas de différence, bien, je comprends parce qu'on n'a pas essayé de mieux cibler qui répond à quelle intervention. C'est ça. Fait que ça, c'est clairement les deux éléments que je trouve qui manquent le plus dans la littérature pour bien répondre aux questions. Puis, un autre exemple, ce serait en lien avec les chirurgies. Donc, il y a beaucoup d'études qui disent que la chirurgie n'est pas mieux que la physiothérapie, par exemple, pour les déchirures du ménisque dégénératives, plusieurs des déchirures à l'épaule dans la coiffe des rotateurs. Même certaines fois, des entorses ligamentaires au genou. Et donc, moi, là où je voudrais que la recherche aille pour ces éléments-là, si on prend par exemple les chirurgies à l'épaule, donc les réparations de la coiffe, donc les déchirures de la coiffe des rotateurs, est-ce qu'on répare ou non? Mais il faut très bien cibler les groupes qui vont bénéficier de la chirurgie. Fait qu'exemple, les jeunes patients qui ont une déchirure traumatique de plus que 1 cm, ça c'est un des groupes clés qu'on sait qui pourraient possiblement bénéficier de la chirurgie. Mais pour avoir justement pas plus tard que cette semaine, encore fait une recherche là-dessus pour voir s'il y avait des méta-analyses dans les 3 dernières années qui étaient nouvelles à ce niveau-là. C'est encore trop de gens hétérogènes inclus dans les mêmes études. Fait que j'ai pas trouvé d'études qui ciblaient juste les déchirures traumatiques chez les jeunes dans les 3 dernières années. Donc là, c'est difficile de répondre à la question de recherche. Fait que, bref, c'est des exemples comme ça qui disent que dans un monde idéal, on aimerait ça que le patient qui soit devant nous corresponde à un échantillon dans une étude parce qu'on soit capable de matcher les résultats de l'étude au patient qui est devant nous. Fait que ce qu'on appelle le principe de validité externe d'une étude. Prendre le résultat d'une étude et l'appliquer à un cas clinique. Mais c'est pas tout le temps possible. Ceci dit, je suis même pas en recherche, fait que peut-être que si à un moment donné j'étais en recherche, je comprendrais pourquoi c'est autant difficile. Mais pour l'instant,
comme simple clinicien moldu, voici mes critiques de la littérature. Ceci dit, ça peut toujours s'améliorer, puis j'ai espoir que dans le futur, ça va s'améliorer aussi. Voilà, c'était mon 10 minutes sur la littérature. Ah, peut-être le dernier élément. Il y avait une étude sur il y avait une étude sur les études des entorses de cheville qui était absolument fascinante. Là. Je ne me rappelle pas ça date de quand, mais c'est une étude qui disait qu'environ 80% de la littérature sur les entorses de cheville n'a pas changé la pratique clinique de ce qu'on fait avec les entorses de cheville. Fait que comme un autre élément, c'est comme quand on fait de la recherche, il faudrait s'intéresser à ce que ça change les pratiques ou que ce soit dans un but d'optimiser les pratiques. Puis je comprends qu'il y a des études qui sont comme plus préliminaires des fois qui servent de levier pour avoir des études éventuelles qui vont changer les pratiques, mais si on regarde la littérature des entorses de cheville puis qu'on arrive à la conclusion que 80% de ces études-là ne changent pas ce qu'on fait en pratique ou ne nous donnent pas plus d'outils pour la pratique, ben c'est un peu problématique. Fait que bref, il y a ça aussi comme élément. OK, dernière question pour le public, puis après ça, il y a quelques questions physio-geek. Qu'aimerais-tu que les professionnels et le grand public changent dans le discours concernant la douleur? Ouais, donc, concernant les professionnels de la santé, la première chose, puis ça, ce serait l'élément clé, moi, mon rêve, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus du modèle patho-anatomique, c'est-à-dire le modèle basé sur une structure blessée, un rapport de rayon X qui nous montre une structure blessée pour expliquer la douleur. Moi, j'aimerais ça qu'on soit capable de se distancer de ça et qu'on parle plus de mouvements qui causent les symptômes, fait que de douleurs augmentées par tel type de mouvement, pour qu'on soit capable de dédramatiser ce qu'on trouve au résultat d'imagerie qui n'explique pas entièrement pourquoi quelqu'un a mal. Donc moi, j'aimerais ça qu'on soit capable de se distancier de ça. J'aimerais ça qu'on arrête de dire à quelqu'un « tu as mal parce que ton tendon est déchiré, ton arthrose est présente, tu as une hernie discale », qu'on arrête d'étiqueter les gens avec ça. On pourrait simplement modifier le discours en disant « tu as une hernie discale au dos, ça peut expliquer une partie de pourquoi tu as mal, mais il y a clairement des choses qu'on peut faire pour modifier ça puis pour aller mieux. » J'aimerais ça qu'on ait un discours un peu plus nuancé par rapport aux trouvailles dans les rapports d'imagerie anatomique. J'aimerais ça qu'on change le discours de douleur égale lésion, douleur égale blessure. J'aimerais ça qu'on change le discours par rapport à l'espoir d'aller mieux, fait de dire à quelqu'un tu pourras jamais aller mieux, tu pourras jamais guérir de ça, ta douleur elle va être là, il faut que tu apprennes à vivre avec. Ça, j'aimerais ça qu'on soit capable de se distancer de ces discours-là. Ça, ce serait pour les professionnels de la santé. J'aimerais ça aussi qu'on arrête de blâmer la douleur des gens sur leur posture, leur débalancement de hanche un peu plus haute que l'autre, l'épaule qui est plus basse que l'autre, les petites scolioses dans le dos. De dire que c'est leur sport qui cause leur douleur, d'arrêter de sursimplifier la cause de pourquoi quelqu'un a mal, puis juste de comprendre que ça peut être global puis plus nuancé, puis que des fois, on n'a pas besoin de savoir exactement la cause de pourquoi quelqu'un a mal, mais on sait comment l'aider quand même parce qu'on sait quoi faire pour que quelqu'un aille mieux. Ça, ce seraient les quelques éléments. Puis qu'est-ce que j'aimerais que le grand public change dans le discours concernant la douleur? Moi, j'aimerais ça que les gens soient capables de remettre en doute leurs croyances par rapport à leur raison de pourquoi ils pensent qu'ils ont mal. Donc, j'aimerais ça que les gens soient ouverts à ce que la raison qui explique leur douleur pourrait être différente de ce qu'ils pensent que c'est réellement. Donc, si toi, tu crois que ta douleur est causée à 100% par ton hernie discale, j'aimerais ça que les gens aient l'ouverture de croire que ça pourrait être autre chose. Pas nécessairement de croire qu'ils sont dans le champ, mais juste de croire qu'il y a autre chose que l'hernie discale qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un a mal. Fait que ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Un autre élément, un peu comme, j'aimerais ça qu'on soit capable de nuancer douleur et blessure. C'est pas nécessairement, on n'est pas obligé d'avoir une blessure pour avoir une douleur. Et douleur n'égale pas danger et lésion tout le temps.
Puis le dernier élément, c'est l'espoir. J'aimerais ça que les gens soient capables de comprendre que peu importe, ça fait combien de temps, le type de blessure, le nombre de personnes qu'on a vues, la qualité des professionnels de la santé qu'on a vus, on peut toujours faire quelque chose pour améliorer une condition. Toujours. Ça ne veut pas dire régler à 100%, mais on peut faire quelque chose pour aller mieux. Donc, message d'espoir pour la douleur. Voilà, ça fait le tour des questions générales. Fait que ceux qui veulent pas savoir les réponses aux dernières petites questions qui sont un peu plus physio-geek, vous pouvez arrêter ça maintenant. Puis au plaisir de se revoir dans le prochain épisode. Et sinon, je me lance avec les questions physio-geek. Je vais essayer de ne pas dépasser 10-15 minutes parce qu'on va arriver à l'heure et demie d'épisode. Donc, c'est ça, on part ça. Donc, quel est le pronostic des douleurs calcanéales et les meilleures approches de traitement? Fait que là, on parle de douleurs au talon. On va juste éliminer tout ce qui est fracture, là, s'assurer que c'est pas ça. La majorité, puis là, on s'entend, je vais répondre avec mon expérience clinique là, parce que c'est difficile d'avoir réponse très claire dans la littérature avec ça, à moins si on se base sur la littérature de la fasciite plantaire qui nous donne certains éléments de réponse. Grosso modo, les douleurs au talon, là, la majorité du temps, c'est une problématique en lien avec le tissu neuroméningé. Donc, le nerf tibial est responsable de 96% de l'innervation du pied, de la plante du pied. C'est la seule partie qui n'est pas innervée par une branche du nerf tibial dans la face plantaire du pied. Il y a une mini partie qui vient du nerf saphène là, dans l'arche, mini partie. Tout le reste, ça vient du nerf tibial. Et ces branches, là, donc les branches calcanéennes et les nerfs plantaires médial latérales. Donc, il faut être à l'aise dans l'évaluation et le traitement du tissu neuroméningé, donc des nerfs, pour aider les gens avec les douleurs calcanéales. À moins que le diagnostic soit vraiment une vraie fasciopathie plantaire ou une vraie fasciite plantaire. Moi, puis là, on s'entend, là, c'est mon biais, là, c'est mon expérience clinique à moi. La majorité du temps, c'est ce que je vois comme problématique. L'autre élément, c'est les douleurs référées lombaires. Fait que les gens sous-estiment la quantité de douleur au pied ou au talon qui est une douleur référée lombaire. Fait que, ça, c'est à considérer. Fait que meilleure approche de traitement, si c'est un problème avec le tissu du nerf tibial, il y a de la thérapie manuelle pour les nerfs qu'on peut faire, exercice de mobilisation neurale, slider tensioner, gestion de la charge mécanique debout. Fait que, possiblement avec quelque chose avec les chaussures qu'on peut faire, possiblement avec la quantité de temps qu'on passe debout. Peut-être certains éléments dans le contrôle moteur qui peuvent aider, le contrôle de l'arche. Si on parle de... Si on voit vraiment qu'il y a un problème dans le contrôle de l'arche, comme vraiment significatif par rapport à l'autre côté, là, on ne cherche pas des bébites, on pourrait avoir des exercices de contrôle qui pourraient aider, renforcement des muscles intrinsèques du pied, possiblement. Ouais, grosso modo, je dirais ça. Ensuite, penses-tu que les professionnels de la santé utilisent plus leurs expériences personnelles que les évidences et leurs croyances? Ah, ça aurait été bon dans l'autre section, en espérant que les gens n'ont pas quitté. Utilisent plus leur expérience personnelle que leurs évidences. Je ne sais pas s'ils utilisent plus. Je crois ce qui fait d'un clinicien quelqu'un de un praticien qui est evidence-based, c'est quelqu'un qui utilise les évidences, son expérience clinique, les croyances et les préférences du patient pour générer le plan de traitement idéal pour cette personne-là. Fait que, évidemment que notre expérience personnelle est importante là-dedans. Expérience personnelle. Je sais pas si... OK, ça veut peut-être dire comme leur expérience de leur douleur pour guider leur traitement versus l'expérience professionnelle d'être physio. OK? Fait que ça, c'est deux choses différentes. Fait que oui, il faut utiliser notre expérience comme physio pour aider les patients, assurément. Mais notre expérience personnelle, c'est un bon point. Ça peut clairement biaiser nos interventions. Fait que si nous, on a nous-mêmes une douleur lombaire chronique, on pourrait peut-être plus facilement croire qu'une douleur ne peut pas être guérie. Donc, on pourrait peut-être avoir plus de facilité à dire à quelqu'un « Ouais, tu sais, moi aussi, j'ai mal au dos, puis tu sais, ça se réglera pas toujours. » Je sais pas. Je serais curieux de voir s'il y a de la littérature là-dessus. Puis leurs croyances, clairement, les professionnels de la santé, les croyances des professionnels de la santé influencent
assurément la prise en charge qu'ils font. Là. Ne serait-ce que si toi, tu as déjà eu une expérience de blessure, de douleur, puis que ça a été aidé avec telle intervention, ben, tu vas possiblement avoir un biais à favoriser cette intervention-là au-delà d'une autre. Fait que oui, comme tout, là, on est des êtres humains, fait qu'on a chacun des biais cognitifs qui affectent comment on se comporte, même avec nos patients. Comment travailler avec quelqu'un qui a de la fibromyalgie, qui a mal partout au quotidien. Fait que ça, j'en ai parlé vraiment bien tantôt. Je pense que ça l'a fait vraiment le tour. Là. Ensuite, prochaine question, c'est quoi des sources probantes à consulter facilement? Guide de pratique, ligne directrice. Fait que pour les cliniciens, les guides de pratique clinique de JOSPT, fait que Journal of Sports Physical Therapy, quelque chose de même, là, JOSPT, qui est un journal très, très, très populaire, prestigieux, populaire, réputé dans le monde de la physiothérapie. Ils ont ce qu'ils appellent des Clinical Practice Guidelines, des CPG, pour les pathologies qui révisent à chaque quelques années. Fait que, il y a un guide de pratique clinique pour les radiculopathies, les douleurs au cou, les douleurs lombaires, les fasciites plantaires, les entorses de genoux, etc. Fait que ça, c'est clairement un outil important. Sinon, tout ce qui est consensus, mettons les commotions, les consensus de Berlin et compagnie, là, il y a le consensus de c'est quoi donc? En tout cas, le prochain consensus sur les commotions là, qui va sortir au printemps 2023, qui s'est fait à l'automne 2022, qui va être publié. Après ça, quoi d'autre? Je dirais de s'abonner sur Twitter puis les différents réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui font de la vulgarisation scientifique. Je dirais d'essayer de cibler les organisations qui sont comme peer accepted, fait qu'ils sont comme bien vus par leur pairs. Fait que clairement, si vous vous intéressez à la course à pied, vous devriez suivre tout ce que la clinique du coureur fait. Si on s'intéresse aux pathologies de l'épaule, il faudrait suivre des personnes comme Jeremy Lewis, Joe Gibson, Jared Powell. Il faudrait suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'ils publient. Sinon, ouais, c'est pas mal ça, je crois. Il y a Physio Network qui fait du stock pas pire aussi. Ouais, ça ressemble à ça. Ensuite, top 3 à faire à l'évaluation lors de la première rencontre avec un patient. Facile. 1. Demander les attentes du patient pour le premier rendez-vous et pour la prise en charge en physio. Et aller au bout de demander ces attentes-là. Ne pas se contenter de juste noter ce qu'il a marqué la première fois. Demander, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à vos attentes? Et ma question préférée pour demander les attentes, c'est, pour notre premier rendez-vous aujourd'hui, c'est quoi vos attentes les plus importantes qu'on regarde ensemble? Ou c'est quoi vos attentes les plus importantes ensemble aujourd'hui? Et pour la suite des choses ensemble en physiothérapie, c'est quoi vos attentes les plus importantes? Ça, c'est ma question préférée. Les gens qui sont un peu confus, qui ne savent pas trop à quoi répondre, je pourrais leur demander quelque chose du genre est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire aujourd'hui qui vont faire que vous allez être satisfait en sortant? Fait que ça un peu permet de mettre la table sur à quoi la personne s'attend pour sortir satisfait. Donc, ça, c'est la première chose, les attentes. Deuxièmement, identifier les objectifs des patients, les vrais objectifs des patients, pas avoir moins mal. Donc, identifier le big why, la raison de consultation émotionnelle, la raison pour laquelle la personne vient vous voir, c'est pour être capable de refaire quoi. Et je dirais que le patient ressorte avec un plan de traitement, un plan de match, un plan d'intervention. Idéalement sur une feuille, parce que les patients ne retiennent pas ce qu'on dit. Si votre explication diagnostique dure 30 secondes, les patients ne le retiennent pas. Fait que voilà, les écrits restent. Ce serait mon top 3. Exactement. Puis, tu sais, clairement, j'aurais pu mettre développer une bonne relation thérapeutique, mais ceci sont 3 choses à faire qui vont être un vecteur de développer une bonne relation thérapeutique. Tu sais, possiblement qu'il faudrait mettre pas loin là-dedans
comme écouter l'histoire ou comme donner l'espace au patient qui raconte son histoire. C'est clairement important. Là, ça va dans le top 3, mais je pense que c'est clair pour tout le monde ça. Peut-être que des fois, les gens ils le font pas de façon optimale, mais voilà, ce serait mon top 3. Dernière question, c'était mon avis sur les exercices spécifiques, non spécifiques. J'ai un peu répondu à ça là, quand j'ai parlé des failles dans la littérature. J'ai un épisode entier sur les types d'exercices avec Simon Lafrance. Et boy, quel épisode? C'est probablement dans les épisodes dans les 30 ou 40. Là. Fait que Simon Lafrance, le type d'exercice. Le titre de l'épisode, c'est les exercices en physiothérapie ou les types d'exercices en physiothérapie. Mon avis là-dessus, basé sur la littérature que j'ai lue et mon expérience clinique et mon biais de ce en quoi je suis formé, c'est-à-dire moi je suis formé beaucoup en contrôle moteur avancé. Je crois que les exercices spécifiques sont meilleurs quand on identifie que la personne correspond bien au profil qui va bien répondre à ces exercices-là. Fait que, tu sais, pour moi, un exercice spécifique sera toujours meilleur parce que ça veut dire qu'il est spécifique à la condition du patient et au contexte du patient devant toi. Donc, faire du vélo stationnaire peut être un exercice spécifique pour quelqu'un devant toi, même si dans une étude où on compare du contrôle moteur à un exercice général, le vélo stationnaire serait dans une étude d'exercice général. Mais spécifique ou non spécifique, pour moi, ça veut juste dire, idéalement, tu sous-classifies ton patient pour savoir c'est quoi les vecteurs de douleur, est-ce qu'il y a un pattern musculo-squelettique, est-ce qu'il rentre dans une catégorie de mouvement, est-ce qu'il y a des déficits en lien avec un contrôle moteur qui réagit bien avec un type d'exercice spécifique, à ce moment-là, oui, on y va. Mais c'est ça. Ce serait ma réponse. À compléter avec le podcast de Simon Lafrance et avec ce que j'ai répondu tantôt par rapport à la littérature à ce sujet-là, parce que honnêtement, la réponse à la question « Est-ce que les exercices spécifiques sont meilleurs que les exercices généraux? » Je ne serais pas prêt à dire qu'on est capable de répondre à cette question-là en ce moment. À mon avis, clairement, il y a de la littérature là-dessus, mais ça n'a pas été assez bien étudié, à mon avis, quand je regarde la façon qu'on devrait l'appliquer en clinique. De par l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer la douleur de quelqu'un. Fait que si on n'exclut pas, par exemple, la kinésiophobie, comme je parlais tantôt, à mon avis, c'est une erreur qui va faire qu'on n'aura pas la bonne réponse à notre question, à savoir, est-ce qu'un exercice spécifique est meilleur qu'un exercice général. Voilà, it's a wrap. Ça fait le tour des questions de la section PhysioGeek. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci à tout le monde qui ont envoyé des questions. Puis voilà, on se reparle dans un prochain épisode. Voilà, ciao.